Eh bien, le débat coup d'état militaire au Mali, comment en est-on arrivé là? C'est notre grande interrogation de ce jour. Les militaires ont pris le pouvoir et poussé le président malien à la démission dans la nuit de mardi à mercredi. L'épilogue de plusieurs mois de tension pendant 70 jours. Eh bien, les Maliens étaient dans les rues. Après plusieurs mois de vives tensions, le Mali s'enfonce toujours dans la crise dans la nuit de mardi à mercredi. Donc, les militaires ont pris le pouvoir et poussé à la démission le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont affirmé dans la foulée vouloir mettre en place une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. L'épilogue de plusieurs mois de tension au sein de ce pays ébranlé par une profonde crise politique dans un climat d'insécurité lié notamment aux attaques djihadistes. En mars-avril, les législatives sont organisées malgré l'apparition du nouveau coronavirus. Le chef de l'opposition Soumaïla Cissé est enlevé le 26 mars de la même année, juste avant le premier tour alors qu'il était en campagne dans le centre du pays. Le 29 mars, eh bien, le premier tour est maintenu, suivi du second tour le 19 avril. Le vote est marqué par des enlèvements d'agents électoraux, le pillage de bureaux et de vote et l'explosion d'une mine qui avait fait à cette époque 9 morts. Le clan présidentiel en est sorti majoritaire mais affaibli par ce scrutin. Eh bien, ce qui a poussé bien sûr ces derniers jours, eh bien, les militaires à prendre le pouvoir parce que depuis un certain temps, avec l'imam Diko qui était justement l'homme fort de ce côté-là, il a poussé justement à demander la démission de Ibrahim Boubacar Keïta. Président Badakani, finalement, les militaires ont pris le pouvoir. Et comme ils ont pris le pouvoir, certains des Africains qui sont aujourd'hui, des milliers d'ailleurs et des millions de par le monde, se demandent, ont juste une seule et unique question. Est-ce qu'ils vont justement briser cette amitié de la France-Afrique? Je pense que ces questions, je l'ai aussi observé, oui, traduisent une certaine maturation de conscience en Afrique. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à vendre du vent aux Africains. Ils ont compris les enjeux. Tout le monde sait que la crise malienne, c'est une crise des relations du Mali avec l'impérialisme français, oui, en particulier, mais l'impérialisme global dans son ensemble. Parce que la France n'est que la sous-traitante, n'est-ce pas? La France n'est que la sous-traitante de l'impérialisme global occidental. oui. Donc il ne faut pas se tromper, hein. La France n'est que le visage, la face visible de l'impérialisme occidental. Donc tout le monde sait que la crise qui est au Mali, c'est la crise de ses relations avec l'impérialisme français. Et ça, il faut s'en réjouir, parce que les solutions d'un problème commencent par la meilleure manière de poser le diagnostic. Oui. Et là, nous saluons cette évolution en Afrique, parce que nous y avons participé à notre petit niveau. Donc, ça, c'est le premier jet que je pouvais faire. La deuxième chose, c'est quand on a posé ça, il faut analyser. Il faut analyser profondément les forces en présence au Mali actuellement, au-delà de la façade militaire qu'on voit. D'abord, c'est une répétition. Oui, c'est une répétition du côté du Mali. Voilà, on peut dire que les coups d'État au Mali sont une maladie infantile de l'impérialisme, comme j'ai dit, occidental, en général, les Français en particulier, au Mali. Donc, une des maladies infantiles. Depuis Moussa Traoré, que la France a utilisé pour détruire Modibo Keïta et toute la dynamique panafricaniste qu'il incarne, le grand Modibo Keïta, le Mali est allé de coup d'État en coup d'État. Après Moussa Traoré, nous avons eu M. Toumani Touré. Amadou Toumani Touré. Et il y a eu une parenthèse démocratique qui a été incarnée par Alpha Oumar Konaré, qui a incarné une certaine dignité du Mali. On a vu ce monsieur quand même incarner ça, même son passage à l'Union africaine a marqué. Il a laissé une certaine trace. Bon, depuis, il est très silencieux, on ne sait même pas cette vie, mais pourtant il est là. Après la parenthèse démocratique, coup d'État. Le général Toumani Touré est revenu par la fenêtre. Il est revenu, porté par Paris. Et lorsqu'à un moment donné, il a commencé à vouloir se ressaisir, à prendre de l'envergure, Sanogo, coup d'État. Il faut rappeler que... Moussa Aya Sanogo. Oui, il faut rappeler que le général Toumani Touré avait mis le pied dans un marécage terrible que la France organise dans le Sahel, la question de Touareg. C'est-à-dire, vous ne comprenez rien. Le triangle Niger, Mali, dans une certaine mesure, Burkina Faso, vous ne comprenez rien là-bas. Si vous le comprenez, la Libye, merci, avec l'enjeu Touareg. Il a tout donné. Il a fait un programme de décentralisation extrêmement élargi. Mais comme la question Touareg, là, c'est, comment on dit ça? C'est le nœud gordien, dans le sens où c'est la France qui sait comment elle gère ça. Entre le Niger, la Libye et le Mali, c'est la France qui sait comment elle gère ça pour tenir cette sous-région. Sanogo est apparu, coup d'État.
Rappelez-vous qu'à l'époque, les Touaregs ont été reçus à l'Élysée par M. Sarkozy. Terroristes reconnus, ils ont été reçus par M. Sarkozy. On connaît, voilà. On a encore des images aujourd'hui en mémoire. Lorsque Sanogo fait son coup d'État, la communauté internationale autoproclamée s'agite comme d'habitude. On nous pose une transition avec Diokounda Traoré. Oui. Et vous vous rappelez à l'époque, la France débarque là-bas à l'opération Serval, M. Hollande, comme le sauveur du Mali. Il dit que vraiment, si la France n'est pas intervenue, les djihadistes seraient arrivés à Bamako. C'est ce qu'on avait vendu aux Africains. Et à l'époque, manque à de quand nous parlons, nous étions là pour dire aux Maliens, faites attention, les Français veulent installer une base militaire. Alors Fabius a fait une sortie, à l'époque on avait fait une campagne extraordinaire, il a fait une sortie pour dire, non, il n'y aura pas de base militaire ici, on n'est pas là pour ça, on est là pour vous sauver, on vous aime beaucoup. 2 mois, on est venu inaugurer la base militaire française. Donc on comprend très bien ce qu'il y avait derrière tout ça, une base militaire française, et depuis ce jour le Mali est divisé en 2, avec une capitale, la capitale de la France au Mali, Gao. On connaît l'épisode de M. Macron qui est venu à Gao et il a convoqué avec le bout de doigt M. Ibeka que voici la capitale. Et comme d'habitude, Ibeka s'est levé sans aucune dignité, il est parti. On se rappelle d'ailleurs de ce que Emmanuel Macron est descendu d'un hélicoptère dans un pays alors qu'il n'était pas invité. Très bien. Et depuis donc, la France fait le chantage au Mali pour dire que bon, soit on vous divise en 2, soit vous conservez l'unité mais à condition d'être un comptoir qui nous permettra d'être, comment on dit ça, le parrain, n'est-ce pas, le parrain du retour puissant d'une espèce de, pour être plus précis, d'une sorte de conférence de Berlin bis, mais avec pour épicentre le Sahel, puisque la France n'a pas les moyens de coloniser le Sahel, elle invite dans l'Allemagne, tout ça, les Américains, ils viennent là, c'est Trump qui est venu un peu déranger ça, mais la France veut, comme d'habitude, être le cheval de Troie de l'impérialisme global occidental dans le Sahel. On a donc organisé le terrorisme. Lorsque M. Idriss Déby a décidé d'en finir avec les terroristes, c'est la France qui lui a dit stop. Il était en train de le finir. Jusque ça va s'appeler des gars d'Ifogas, c'est ça? C'est ce qu'on dit, voilà. Le président Déby allait finir avec eux. La France a stoppé. On dit que non, tu n'as pas compris. Il ne faut pas aller loin. Nous, on a notre intérêt ici. Nous sommes les parrains de ces terroristes. Et depuis, il n'y a plus d'État au Mali. Il n'y a plus de sécurité au Mali. Tous les jours, ce sont des drames, des morts, ne parlons pas de la misère. Des attentats djihadistes tous les jours. Au le nord qui est également ingouvernable. Les populations en ont eu marre. Elles ont manifesté contre la France. Manifestation gigantesque. Monsieur Macron a fait une sortie pour dire je convoque tous les présidents israéliens ici. Venez m'expliquer pourquoi les Maliens marchent contre la France. Vous vous souvenez cette fameuse convocation qui avait choqué toute l'Afrique. Parce que les Maliens avaient marché. Et à l'époque, il faut le rappeler, la classe politique malienne, dans son ensemble, a abandonné les populations maliennes qui marchaient. Personne de la classe politique ne s'y est mêlé. Pour ne pas froisser le parrain français qui choisit celui qui va être président au Mali. Il faut rappeler ça pour mettre en perspective ce qui s'est passé avec les manifestations depuis au moins 2 ou 3 mois qui ont débouché sur ce coup d'État. Bon, on a vu aujourd'hui les populations dans la rue, le mouvement M5, n'est-ce pas, présidé par un certain Mamadou Diko, l'imam, qui, il faut le rappeler, était le grand ami intime de Ibeka, et là, il a prendre le pouvoir. C'est-à-dire, les 2 mandats d'Ibeka étaient sur le parrainage de M. Mamadou Diko. Bon, comme on dit, ils se sont gâtés. Maintenant, on a créé un mouvement dont il a pris la tête, c'est l'imam Diko qui est devant. C'est lui qui met les gens dans la rue, c'est un imam influent, les gens ont marché, ils ont dit le problème, c'est Ibeka. Même s'il déclare au fort qu'il ne veut pas être président de la République. Il n'a pas besoin, parce que c'est le parrain. Il est le parrain religieux, il est là, il tourne au-dessus. Donc, mais lui, au moins, il a les positions claires. Il demande que Barkhane doit partir. Ça, au moins, il le dit. Même si c'est le bout, mais il dit que Barkhane doit partir. C'est déjà pas mal de dire ça. Mais c'est lui qui a parlé de tout ça. Alors, les populations ont commencé à manifester. Ibeka, vous savez que j'avais dit qu'il est indéfend. Moi, il ne le défend pas. Parce que, et là encore, nous avons été les premiers, à l'époque, à dire que celui qui vient d'abord, il est venu au pouvoir sur les chars français. Il a fait la campagne sur les chars français pour dire que pour l'honneur du Mali, nous avons dit à l'époque, il ne va rien faire, c'est un Parisien. Donc ce qui est arrivé aujourd'hui ne nous surprend pas. Là, le débat est de savoir si avec ce coup d'État, ça ne sera pas une 4e répétition, pour que les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. Oui. C'est-à-dire que voilà le vrai débat. Pour que cela n'arrive pas, je termine par là, nous espérons que les forces panafricanistes, les véritables panafricanistes qui sont au Mali, il y en a au Mali, j'en connais, vont prendre le contrôle de ce mouvement. Mais ce mouvement est contrôlé par les ministres, les barons que je connais là au Mali.
tous ces anciens ministres-là qui ont pris ce mouvement-là en otage, qui tous ont travaillé avec IBK. Ils ont été dans tous les gouvernements successifs depuis même Moussa Traoré. Parce qu'il y a avec Moussa Traoré. Donc tous ces ministres-là, ils ont été avec Moussa Traoré. D'autres étaient encore dans le gouvernement d'IBK, il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont à la tête. Ils disent que le problème, c'est IBK. Le problème est de savoir donc si les véritables panafricanistes, la vraie société civile malienne, va dominer ce mouvement et éviter qu'il soit récupéré, parce que les militaires n'ont aucune compétence pour faire la politique, pour faire l'économie, pour faire les questions géopolitiques. Ils n'ont pas les compétences. Ils vont organiser leur transition, défendre les intérêts de l'armée, n'est-ce pas, et le clan puissant maintenant de l'armée qui est incarné par ces trois messieurs. Et quand ils vont finir, il faudra faire la politique, il faudra faire l'économie, il faudra faire du social. Ils n'en ont pas les compétences. Si, comme ils ne sont pas compétents pour ça, il faut tout faire pour que les Français ne reviennent pas par la grande porte en ramassant un de ces barons-là qui contrôle le jeu politique malien, et on aura volé une fois de plus au peuple sa révolution. Au peuple sa révolution. Je vais me tourner vers Edmond Kouyaté d'abord, parce qu'Edmond Kouyaté, vous avez suivi cette actualité du côté du Mali depuis plusieurs années aujourd'hui. On parle bien sûr du copier-coller qui risquerait de se répéter du côté du Mali. Cela veut dire on prend les mêmes et puis après on recommence. Même si quelque part les militaires sont sortis pour déclarer haut et fort qu'ils ne veulent plus justement d'une base militaire française du côté du Mali. Le problème malien est complexe. Et le problème malien reflète un peu, je vais dire, en miniature, tout ce que nous vivons dans les enclos coloniaux français en Afrique. Le problème qui s'est posé au Mali avec le départ de IBK vient poser sur la table le procès de la France-Afrique, le procès des relations incestueuses que la France entretient avec certains leaders africains. Oui. Le président Bandakani a essayé de brosser un peu l'historicité de la chose depuis Modibo Keïta et jusqu'au Amadou Toumani Touré jusqu'à IBK d'ailleurs, en passant par Diankouda Traoré. Alors, on a aujourd'hui un État, c'est-à-dire l'État malien, qui est complètement déstructuré, qui n'existe presque plus, qui est divisé dans sa grande partie, le nord, qui est sous le contrôle, n'est-ce pas, des, disons-le comme ça, des terroristes. Mais la question c'est, comment est-ce que les terroristes font pour se retrouver du jour au lendemain au Mali et d'en faire un territoire conquis, n'est-ce pas, où ils se trouvent très à l'aise? C'est la question qu'il faut se poser. Autre question que je poserai sur votre question, pourtant dans le nord, Arriva s'en sort super bien. La question qu'il faut se poser, comment est-ce que la France réussit à installer des exploitations minières dans le nord, l'exploitation d'or, l'exploitation d'uranium, qui échappent totalement aux attaques des terroristes et à l'État malien. Comment est-ce que la France peut nous expliquer comment elle réussit cet exploit? C'est-à-dire, vous avez des terroristes, on les appelle terroristes, qui s'attaquent à tous les symboles de l'État, sauf aux constructions françaises. Aux constructions françaises, aux exploitations françaises. Et tout le monde sait, quelqu'un le disait, il y a des gens qui le disent, la France n'a pas de réserve d'or, mais la France n'a pas de mine d'or, mais la France a des tonnes de réserves d'or. Le Mali a beaucoup de réserves d'or, mais le Mali n'a pas 1 kilogramme de réserve d'or. Ça me paraît quand même assez paradoxal. Alors, quand je pose le problème de cette façon, c'est pour revenir sur la problématique du terrorisme dans nos pays. Et la question que j'ai envie de poser, mais pourquoi les mouvements terroristes ne foisonnent que dans le seul précaré français? Il faudrait que quelqu'un nous réponde à cette question. Et pourtant, la France, c'est le seul pays occidental, voyez-vous, qui a disséminé ses bases, ça et là, dans des pays pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Il ne me semble pas que l'Allemagne, qui est la première puissance économique européenne, a une base militaire quelque part. Il ne me semble pas que le Portugal, qui est un ancien grand colonisateur, a une base militaire quelque part. Il ne me semble pas que l'Espagne, qui est également une grande puissance de colonisation, qui a une grande, je vais dire, un grand passé, n'est-ce pas, de colonisation, a une base militaire quelque part. Et pourtant,
il ne me semble pas que ces pays ne redoutent pas, n'est-ce pas, le terrorisme. Ce sont des pays européens aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne redoutent pas le terrorisme autant? Pourquoi la France a cette paranoïa de lutte contre le terrorisme au point d'avoir Serval, Barkhane et tout ce que la France a pu installer dans nos pays africains? Malheureusement et curieusement, c'est dans ces pays que foisonne le terrorisme. Il faudrait bien que quelqu'un nous réponde à cette question. Il faudrait bien que quelqu'un nous dise pourquoi c'est là où il y a, n'est-ce pas, des entités de lutte contre le terrorisme, pourquoi c'est dans ces pays que prospère le plus le terrorisme. Le terrorisme, jusqu'à un certain temps, on n'entendait pas parler. On avait nos problèmes en Afrique. Mais du jour au lendemain, c'est devenu la seule préoccupation de plusieurs gouvernements africains. On a oublié les politiques publiques. On a oublié les missions publiques de l'État pour se focaliser exclusivement et substantiellement dans la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, vous avez le Cameroun qui a ce problème avec le Boko Haram. Vous avez le Tchad qui a ce problème. La Centrafrique qui a ce problème. Vous avez, n'est-ce pas, le Congo-Brazzaville a le même problème. Le Congo-Brazzaville, le Niger, le Mali, dis donc, la Libye. Mais dis donc, attendez, j'ai toujours envie de dire aux gens, parce que dans ce méli-mélo là, dans ce melting pot, les gens disent toujours l'Afrique. Non, je voudrais qu'on soit distinct et qu'on soit clair et précis. Il s'agit de l'Afrique francophone. Le Botswana n'a pas de problème de terrorisme, n'est-ce pas? La Namibie n'a pas le problème de terrorisme. Malawi n'a pas de problème de terrorisme. Tous ces autres pays n'ont pas de problème de terrorisme. Et il me semble que ce sont des pays qui vivent très bien, qui n'ont même pas de problème de démocratie, qui n'ont pas tous les problèmes. Le problème africain, ayons le courage pour une fois de le dire, le ventre mou de l'Afrique, c'est la partie francophone. Partout où la France fout son nez, ça pue la merde, ça pue le désordre, ça pue le chaos, ça pue la désolation. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Le peuple malien, depuis 3 mois, manifeste sa colère, manifeste son courroux contre IBK, parce qu'il s'est révélé une seule chose. IBK est devenu le vigile français, n'est-ce pas? Il a toujours été. Il a toujours été. D'ailleurs, il faut le dire sans se cacher que IBK c'est un produit, n'est-ce pas, de la mafia corse, parrainé par Michel Thomy, qui est, n'est-ce pas, le chef de la mafia corse. C'est reconnu, c'est lui qui a financé sa campagne, c'est lui qui l'a, n'est-ce pas, parachuté à la présidence malienne. À partir de ce moment, le président Bandakane, il se souvient, nous l'avions dit en son temps, pendant qu'il faisait campagne, nous avions dit, nous ne pouvons pas apporter notre caution solidaire à quelqu'un qui arrive à la présidence d'un pays sur les chars français. Parce que c'est sur les chars français qu'il avait fait... Ibrahim Boubacar Keïta a fait son entrée, justement. Avait fait son entrée. Oui. Et donc, à partir de ce moment, c'était clairement établi. Monsieur Ibeka venait pour assurer, il venait comme représentant industriel et minier de la France. Et il a toujours joué ce rôle-là. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ont, au travers du terrorisme, réussi à créer une psychose au Mali et pour faire croire aux Maliens que tant qu'ils ne sont pas là, ils n'auront jamais la paix. C'est eux qui donnent la feuille de route aux terroristes, c'est eux qui leur disent comment est-ce qu'ils doivent opérer. Et d'ailleurs, je dois vous rappeler que Barkhane, n'est-ce pas, c'est le lieu d'opération, d'entraînement et d'armement des terroristes. Parce qu'on ne peut pas nous dire comment est-ce qu'en plein désert, les gens ont autant de facilité à se ravitailler en armement et en munitions. On nous a ça, on oublie en nourriture, hein, pendant que les autres meurent de faim. Et en nourriture. Pendant que l'État central, qui est obligé, il faut savoir que le Mali, c'est un pays fermé. Et donc, le Mali est obligé de se retourner vers le port d'Abidjan pour pouvoir faire entrer une ou deux choses. On ne peut pas nous dire que l'État central, qui peine, n'est-ce pas, à mettre en place un couloir logistique pour se ravitailler normalement, et des gens qui sont en plein désert réussissent avec, n'est-ce pas, avec maestria, à s'armer tous les jours, à s'approvisionner tous les jours. Quand vous voyez des terroristes, l'État malien n'est pas armé. Les terroristes sont hyper armés, surentraînés. Et c'est pour ça que l'État malien a toujours mordu la poussière à chaque fois qu'elle a voulu, n'est-ce pas, reconquérir son territoire. Et devant tout ça,
quelqu'un vient se présenter, dit je suis Barkhane, parce que voyez-vous, Barkhane a pour mission de contrer les mouvements terroristes qui viennent de la Libye. On nous a fait croire depuis 2011, avec la chute de Kadhafi, que les armes foisonnaient dans la sous-région, eh bien parce que Sarkozy en son temps avait parachuté des tonnes d'armes, n'est-ce pas, pour ravitailler les combattants libyens, et les terroristes ont profité pour s'approvisionner. Mais bon sang, il faut qu'on nous dise que c'est toute l'industrie de l'armement français qu'on a parachuté dans cette région depuis 2011 et que ni les munitions ni les armes n'arrivent à finir et que ces gars sont toujours surentraînés et n'est-ce pas, et suréquipés. Il faut bien que quelqu'un nous explique. Et donc, la France joue un jeu très mauvais et c'est pour ça que je dis, si le coup d'État qui a été opéré au Mali, écoutez bien, je suis républicain, je ne serai pas de ceux qui vont clamer haut et fort que le coup d'État c'est une très belle chose. Mais écoutez, il y a quand même des situations dans lesquelles on est en même de se poser des questions. Est-ce que IBK devrait continuer de rester à la tête de l'État malien pour assurer, n'est-ce pas, la représentation industrielle et minière qu'il fait de la France? De la France. Eh bien, il me semble que c'est non. Oui. Et même, je dois dire que les militaires ont seulement ponctué, n'est-ce pas, les mouvements qui étaient entamés par les civils, qui sont dans les rues depuis 3 mois, qui sont là depuis 3 mois. Et je dis aussi que cette question vient remettre à jour le procès, n'est-ce pas, de certaines de nos organisations régionales et sous-régionales, CEDEAO, Union africaine, UEMOA et toutes ces organisations qui en réalité ne sont que des syndicats, n'est-ce pas, des représentants français. Il faut le dire haut et fort, parce que je ne peux pas comprendre comment depuis 3 mois, tout un peuple est dans la rue, clamant haut et fort, disant que non, nous ne voulons plus de ce monsieur. Il s'agit, si tant il est que IBK a reçu mandat de cette population, il fallait quand même que la CEDEAO se penche véritablement sur la question. Mais tout ce qu'on est allé faire, c'est de leur dire IBK doit rester. Mais pour faire quoi? À partir du moment où c'est la véritable interrogation. Les missions qui lui ont été assignées pendant le mandat à lui confié par le peuple n'était plus rempli. Alors pourquoi est-ce qu'il doit continuer de rester? Et donc moi je dis, ce que j'attends, n'est-ce pas, de ces gens-là qui ont perpétué ce coup-là, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils créent une rupture brutale, franche et sincère. Je dis bien, ça peut être difficile, ça ne sera pas facile, mais écoutez, chez nous, on pense qu'il faut beaucoup plus de courage pour porter sur soi le réel que pour traquer l'impossible. Et je pense que dans nos enclos coloniaux, on a passé beaucoup de temps, beaucoup de décennies à traquer l'impossible. Il est temps qu'on porte sur nous le réel. Le réel, c'est quoi? C'est que nous devons envisager nous devons sortir des schémas classiques, nous devons inventer d'autres paradigmes et savoir que nous devons organiser notre vie sociétale, notre vie sociale, culturelle et économique sans plus compter sur la présence française. C'est de ça dont il est question. Donc moi, ce que j'attends, c'est que ces gens-là disent clairement que Barkhane doit partir, la France doit partir. Je pense quand même que, même quand vous accouchez un enfant, vous lui tenez certes la main quand il rampe, vous lui tenez la main quand il fait ses premiers pas, mais lorsqu'il va commencer à aller à la maternelle, vous le laissez, n'est-ce pas, assumer sa marche. Si après 60 ans, la France ne peut pas dire que ses anciennes colonies n'ont pas des jambes suffisamment solides pour marcher, n'est-ce pas, d'eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que soit leur éducation a raté, ça veut dire que leur formation a échoué. Et donc, le formateur doit tout simplement dégager et que l'enfant se prenne en main. Et prenne ses responsabilités. C'est de ça dont il est question. Je vais revenir avec vous dans un instant, le temps pour nous d'écouter justement ce discours de Iboka, le dernier d'ailleurs, là où il déclare sa démission de la présidence de la République. Chers compatriotes, Maliennes et Maliens, soldats, sous-officiers, officiers supérieurs, officiers généraux de l'armée malienne. Pendant 7 ans, j'ai eu le bonheur et la joie
d'essayer de redresser ce pays du mieux de mes efforts. Car dès l'abord, dès ma première mission de chef de gouvernement de ce pays, je me suis convaincu des efforts fabuleux qu'il fallait mettre en œuvre pour redonner corps et vie à l'armée malienne. D'où cette idée de loi de programmation et d'orientation militaire. Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Je pense qu'à chaque moment, sa vérité. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'avais toujours mis en garde. Je dis que on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qu'il peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Merci. Messieurs, vous avez suivi IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. On voit d'ailleurs le synthé qui apparaît en bas justement de, faut le dire comme ça, de cette allocution. On va voir, président de la République sortant, eux, il l'avait déjà prévu. Et Albert Anatoly ici va commencer par saluer d'ailleurs les soldats, les officiers, les sous-officiers, les officiers généraux et toute l'armée malienne. Là, on a l'impression justement que le mec, il a un couteau à la gorge et des armes sont en face de lui. Justement, écoutez, je voudrais rejoindre un peu. Elle m'a indiqué tout à l'heure que le problème malien est un peu complexe, très complexe, mais le problème malien prend ses origines en 2011, à mon sens, avec l'assassinat de Muammar Kadhafi. Il faut le préciser. Nous savons tous que la Libye sous Muammar Kadhafi, c'était une digue. Une digue qui servait à contrer et à contenir les terroristes. Depuis son assassinat, nous avons constaté malheureusement une surenchère d'attaques terroristes dans la zone du Sahel, principalement du côté du Mali. C'est pour ça que je m'offusque un peu des condamnations, des circonstances qui affluent de par le monde, notamment de l'ONU, qui, il faut le dire, sous la bannière de l'OTAN, avec M. Sarkozy,
alors président de la République française, avait fait sa guerre du coup du Mali, de la Libye autant pour moi. C'est pour ça que je m'offusque des condamnations de l'Union africaine qui, en son temps, sur M. Jean Ping et l'Afrique du Sud, avait soutenu cette intervention française pour l'assassinat, n'est-ce pas, de M. Kadhafi. Comme par hasard, c'est l'Afrique du Sud qui préside l'Union africaine encore. Donc, je m'offusque également de ces condamnations de la CEDEAO par rapport à ce qui s'est passé depuis le 18 août dernier au Mali. Mais je voudrais surtout prendre les éléments de langage pour axer mon argumentaire et mon analyse. D'abord, au niveau de ce que nous venons d'entendre, nous constatons qu'il n'a pas de mission. Encore si le président, c'est un président déchu, n'est pas sortant, c'est un président de la République déchu. Il n'est pas un président sortant. Vous savez que les militaires, ils ne font pas dans la dentelle, vous devez comprendre. C'est un président déchu, mais eux, ils disent président sortant. Bon, non, nous savons qu'il n'a pas de... Vous ne pouvez pas, un président sortant ne se retrouve dans une carrière militaire avec tout son gouvernement. Il sort, il va chez lui, dans sa maison, dans sa résidence personnelle. Il ne se retrouve pas dans une caverne, il est dans une caserne militaire. Il faut qu'on soit sérieux. Je voudrais également prendre les éléments de langage, n'est-ce pas, du porte-parole de la junte militaire, notamment le colonel major Ismaël Ouagé, pour dire à Edmond Krete que malheureusement, il n'y aura pas de rupture. Il n'y aura pas de rupture. Lorsque M. Ismaël Ouagé déclare qu'ils vont respecter les accords. Et quels accords? Les accords de coopération militaire. Ce qui est curieux, et ça c'est important de le préciser, le Mali est contrôlé à 60% par Barkhane et les groupes terroristes. Comment se fait-il qu'un pays qui regroupe la MINUSCA, Barkhane, Takuba et l'armée malienne se retrouve en train d'être tout le temps victime d'attaques terroristes? Avec toute cette logistique qu'on peut imaginer, vous avez également en filigrane les Américains qui, avec leurs drones, pouvaient permettre à ce qu'il y ait une sorte de sécurisation de la zone. Ça veut dire que derrière, il y a de l'insécurité qui est organisée. Donc, ce qui m'amène à dire que nous sommes dans une sorte de retour en arrière. Retour en arrière, c'est-à-dire, vous savez il y a 8 ans, oui, Amadi Toumani Touré avait été démis de ses fonctions de la même manière. Avec l'arrivée en 2013, grâce à une élection, je crois qui était démocratique, le peuple malien a pensé que le Messie, comme toujours, c'était M. Ibrahim Boubacar Keïta. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que le Mali nous donne l'image d'un pays de coup d'État, de putsch. Et c'est malheureusement le cas. Je pense également que ça va être très compliqué parce que je me sens un peu mal à l'aise lorsque j'écoute les déclarations, n'est-ce pas, de la junte militaire qui se comportent comme s'ils étaient... On va les suivre dans un instant, ne vous inquiétez pas. Comme c'était un gouvernement constitutionnel, légitime, qui prend des responsabilités, des engagements. Militaire. Donc, c'est quoi qu'il faut... moi, je trouve cela indécent et malsain. Je crois également qu'il faut dire une chose, quels que soient les intérêts qui sont dans la zone, j'ose croire que pour une fois, les Maliens vont prendre acte et surtout prendre des responsabilités. Parce qu'il faut éviter l'enthousiasme. Parce que lorsque Amadou Toumani Touré partait en 2012, ils étaient convaincus que les choses vont changer. Les choses vont changer. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est qu'il y a l'ancrage de Paris est on ne peut plus extraordinaire dans la zone. Que ce soit du côté du Burkina Faso, le Mali, le Niger, tout ce que vous voulez. Donc, ça va être très compliqué. Et là, ça redessine même les cadres, notamment au niveau de ces différentes forces militaires qui sont dans la zone, notamment la fameuse force Barkhane. Parce que là, n'est-ce pas, le Quai d'Orsay est en train de prendre des dispositions, non seulement pour engager la force Barkhane à quitter la zone, oui, mais surtout protéger et évacuer les ressortissants français. Ça, il faut le savoir. Bon, qu'est-ce que va accoucher? Qu'est-ce que la conférence, par visioconférence des chefs d'État de la sous-région va accoucher aujourd'hui? Il y a eu des condamnations, d'accord, il y a eu des sanctions, peut-être,
Mais est-ce que ça résout pour autant le problème malien? Moi, j'ai quand même un problème. Pourtant, les condamnations que vous avez soulignées tout à l'heure pour plusieurs Africains, c'est des condamnations hypocrites. C'est ce que j'ai dit. Il s'agit justement d'hypocrisie. Je l'ai dit. Il s'agit de l'hypocrisie. Nous assistons à une grande hypocrisie. Que ce soit du côté des Africains, l'Union africaine, l'ONU, l'Afrique du Sud, tout ce que vous voulez, la CEDEAO et tous les autres. C'est de l'hypocrisie. Oui. Parce qu'ils ont laissé pourrir et ils savent ce qui se passe dans la zone. Donc je crois que je me sens un peu très embêté par ce discours-là. Surtout un discours qui, non pas la rupture souhaitée par Edmond, mais surtout qui s'inscrit dans la pérennisation de l'impérialisme et surtout la présence de l'ancrage français. À quoi aura donc servi ce coup d'État finalement? Non, le problème c'est que j'ai le sentiment que nous sommes en face, il fallait régler les comptes à un individu. C'est-à-dire l'individu qui n'est pas totalement comptable de tout. C'est lui le responsable, il a commis des erreurs comme celle relative à sa caution politique par rapport au franc CFA que tout le monde ne veut plus, par rapport au fait qu'il devienne le pantin de Macron, si vous voulez, de Paris. Il a commis un certain nombre d'erreurs. Surtout, il a commis l'erreur de ne pas être proactif, de ne pas être assez attentif au mouvement des contestataires, parce qu'il faut quand même indiquer que le mouvement porté par Mahmoud Dicko, c'est un mouvement de revendication sociale qui a fait le vide de récupération politique. Bon, cela, il fallait qu'il anticipe. Malheureusement, il n'a pas fait preuve d'anticipation. Donc, je crois qu'il ne faut également pas que le Mali nous donne l'impression que ce sont les chefs religieux qui influencent le jeu politique. Et c'est le cas, malheureusement. Et la société civile. Et la société civile. On vous a compris, la Blair Anatola ici. Eric Pipin-Bikaï, vous avez suivi les uns et les autres. On a l'impression finalement, lorsqu'on va suivre d'ailleurs tout à l'heure les officiers qui ont pris le pouvoir. Pour vous également, vous pensez que rien n'a réellement changé, qu'on a pris les mêmes qu'on a recommencé? Parce que plusieurs coups d'État se sont succédés du côté du Mali. Beaucoup de Maliens pensaient que les choses vont changer. Et dans tout ça, c'est toujours la population malienne, ou alors les Maliens eux-mêmes, qui sont comme eux qui espèrent, mais ne voient pas réellement les choses changer. Non, les choses ne peuvent pas changer au Mali de sitôt. Ça, c'est une réalité. C'est loin d'être une réalité de la palissade. Oui. Il va falloir peut-être mettre encore plus de temps pour revoir ce pays à redécoller. D'ailleurs, qui n'a jamais décollé depuis le temps de Modibo Keïta. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le trompe. Le Mali aujourd'hui, comparativement à ce que les gens imaginent, est un pays très vaste. À la limite, la structure étatique de l'État malien central ne peut pas être capable de pouvoir avoir une mainmise sur ce vaste territoire, à la fois sahélien et saharien en même temps. Oui. Il ne faut pas oublier que les pétrodollars de Kadhafi jusqu'en 2011 servaient énormément à l'État malien pour pouvoir, comme l'a expliqué tout à l'heure Albert Nayotol ici, jouer les digues, c'est-à-dire les vraies sûretés à l'intérieur de cette zone qui n'était pas sous le contrôle de l'État malien. À côté de ça, il ne faut pas oublier que la question de la Zawad a toujours divisé cette partie de l'Afrique. Parce que les Touaregs se retrouvent à peu près dans 4 ou 5 pays en Afrique. Il ne faut pas oublier également que la maman de Mohamed Kadhafi, la maman de Mohamed Kadhafi était d'origine Touareg. Donc il y a toujours eu ces origines à l'intérieur. Oui. Et les Français ont utilisé cette instabilité, en fait, cette minorité sociale pour pouvoir forcément essayer de poser les bases d'un contrôle permanent et continuel du Mali. Donc on ne doit pas s'attendre à cette euphorie qui a accompagné le coup d'État, parce que moi je ne pense même pas à un coup d'État, je pense un peu à un arrangement entre IBK et l'armée malienne, parce que voyez-vous, il y a des signes qui ne trompent pas. Celui que la presse française a présenté comme étant le colonel Dio, l'instigateur du coup d'État, est rentré au Mali il y a 15 jours. Et depuis le mois de janvier, il est en formation en Suisse. En Russie. En Russie, autant pour moi. Et il se trouve que dans les fautes commises par IBK aurait eu contact avec l'armée ou les services secrets russes. En réalité, c'est ce qui serait à l'origine de sa descente aux enfers. Parce qu'Aïs elle a si bien martelé tout à l'heure, quand Dicko fait sortir les populations dans la rue, c'était pour des revendications sociales. Plus tard récupéré, parce qu'en réalité, on était sous le coup du second tour de l'élection législative et municipale. Et il y a eu
une réclamation de 31 députés provenant de la majorité présidentielle, dont l'élection n'avait pas été contestée par la grande majorité. IBK a fait fi de ne pas entendre le fait qu'il a presque nommé, parce que c'est ce que l'espace social malien disait, qu'il n'a pas un parlement, il a nommé les députés qui doivent être à sa guise. Il a fait semblant de ne pas comprendre. Oui. Diko a continué à mobiliser. Diko est influent, mais Diko est incohérent. Faut pas qu'on se leurre. C'est un mec qui est incohérent et il ne pouvait que dire qu'il ne pouvait pas être candidat. Parce que moi, je me souviens encore d'une scène de Diko quand il a été approché pour juguler un certain nombre de manifestations au Mali, où on lui a tendu 50 millions. Et il a fait exprès de montrer à Mondo Vision que il a refusé. Le gouvernement malien a refusé, il a refusé cet argent. On a voulu le payer, voilà cet argent, il a refusé parce qu'il a une probité morale, mais Diko était dans la mafia hier. C'est Diko qui a porté IBK sur la scène politique. Adoubé par la mafia cause, par M. Tourny. Que Edmond Kat a bien souligné tout à l'heure. Diko était dans la mafia. Non, je ne crois pas. Il y a d'ailleurs, je ne crois pas à un coup d'État. Parce qu'un coup d'État, en réalité, ça témoigne d'une violence, quel que soit les cas. Mais c'est un arrangement doux parce que confortablement, M. Ibeka assis, il est fatigué, et il n'en peut plus. Il cède tellement la place à d'autres forces qui ne vont pas se démarquer parce qu'en réalité, que ce soit l'État malien ou les populations maliennes, ils n'ont pas les moyens nécessaires de restructurer cet État. Parce qu'il ne faut pas oublier que le terrorisme est parti dès 2011-2012 du Mali pour s'étendre dans la plupart des pays du Sahel, notamment le Burkina Faso qui n'en avait pas. C'est vrai qu'avant la chute de Blaise en 2014, Blaise aussi, on le disait dans les milieux de la presse et des renseignements, qu'il servait également de digue ou alors de base arrière pour les entraînements des parrains. Et non seulement qui négociait, mais c'est de là, de son territoire que partaient la plupart des mouvements djihadistes qui contrôlaient le Sahel. Parce que les gens voient seulement le Sahel comme étant une zone désertique. Non, c'est une zone qui regorge d'immenses ressources naturelles et c'est une zone de fort trafic illicite. Depuis des lustres, ce n'est pas maintenant qu'on le découvre. Donc, vous voyez forcément que même le Niger, qui était tranquille, donc où la France était tranquille dans l'exploitation de l'uranium, a aussi été impacté, affecté par le terrorisme. La Libye, on n'en parle plus. L'Algérie n'en est pas éloignée, parce que l'Algérie, eux, ils ont l'avantage d'avoir une armée qui répond de manière efficiente à ses objectifs. C'est une armée proactive et professionnelle, suréquipée. Donc son territoire ne peut pas faire l'objet des attaques. On a évoqué tout à l'heure la technique utilisée par les djihadistes en 2011, qui est une technique qui est sahélienne, qui a commencé depuis le Soudan, c'est-à-dire des attaques éclairs avec des pick-up. Si les pick-up doivent fonctionner dans le Sahel, les pick-up ne prennent pas de l'eau comme outil nécessaire. Les pick-up prennent du carburant. Ça veut dire que ce sont des bandes organisées, équipées et qui sont structurées avec des objectifs bien prédéfinis et qui, forcément, n'ont pas de problème pour que ces objectifs soient atteints. Donc, il ne faut pas que les Africains se leurrent. Les condamnations telles que celle de la CEDEAO venait jouer une hypocrisie au Mali. Tout le monde le sait. Parce qu'en réalité, quand il y a un problème social, vous n'apportez pas une solution politique. Vous n'apportez pas une solution politique. Si la CEDEAO aura voulu que le problème malien soit solutionné, on devait d'abord commencer par radier les 31 députés qui étaient querellés. Et, ironie du sort, l'ONU a sorti un rapport qui n'est même pas encore publié, qui a fuité cette semaine, disant que il y a un certain nombre d'officiers maliens qui empêchent les réformes de la CEDEAO, entre guillemets. Et ces officiers-là venaient pour la plupart de l'armée. Donc moi je ne pense pas, en fait je peux me tromper, je ne pense pas à un coup d'État de l'armée malienne ou alors à une rupture entre la structure, du moins la méthodologie pédagogique de la France au sein de ce Mali-là et au sein de ce pays-là et dans l'ensemble des pays de la zone franque, il faut le dire, construit ce qu'on appelle l'Empire français. Chamberlain le disait, c'était un Anglais, que l'Empire, c'est l'économie. La France ne peut pas lâcher du lest à l'intérieur de son empire, qui lui rapporte ce qu'elle a aujourd'hui comme dignité et comme estime. Edmond a dit tout à l'heure que la France n'avait pas d'or. Mais
En réalité, la Guyane en a énormément. Parce que les Brésiliens disent qu'on a maudit la Guyane avec l'or. Et eux, on les a disposés de leur or pour le déposer en Guyane. Donc, pour dire que la France n'a pas les ressources qui la permettent de se maintenir sur le circuit économique actuel. Et elle a plus ces ressources dans son empire. La France est le premier producteur mondial du bois tropical. Il n'y a pas de forêt tropicale dans le territoire français au-delà des outre-mer. La France a les premières réserves d'or en Europe. La France est le premier exportateur de l'uranium. Il pille l'uranium arrive à Oni, voilà, ne vous inquiétez pas. À 1 franc. Et il vend le même uranium à des milliers de dollars. Entre-temps, le Niger, le Mali, le Burkina Faso sont les pays qui sont classés dans le ventre mou des pays les plus pauvres, les plus misérables, les moins fréquentables de la planète. Merci. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à un réel changement du côté du Mali. Messieurs, on va revenir avec vous dans un instant et puis on va également écouter l'armée. Le temps pour moi de lire quelques messages d'ailleurs qui nous ont été envoyés avant que ça ne fasse un peu plus. Bonjour le plateau, merci pour le thème bénédiction divine. À vous Philippe Yenou depuis le Bénin. Bonjour à vous sur le plateau. Les relations entre la France et le Mali seront jamais brisées et de mon point de vue, je trouve ce coup d'état stupide. Je me pose juste une question. Qu'est-ce que l'armée fait en grande métropole? Selon moi, le rôle de l'armée est de sécuriser son territoire et ses frontières et non de faire des coups d'État. Pourquoi ne pas aller se battre au nord du Mali? Pourquoi c'est l'armée française qui se bat au nord du Mali? Or, le Mali a une armée. Pourquoi, je redis, ce coup d'État est stupide? Machiavel, désolé pour vous, monsieur Bandakani, il n'y a aucun panafricanisme au Mali. Même celui qui va monter là au pouvoir sera un pion pour la France. En tout cas, c'est ce que nous dit Machiavel. Bonjour les panélistes. IBK a semé le vent et récolté la tempête. Il est élu par rapport aux promesses qu'il n'a jamais tenues. Et la corruption, le favoritisme et le népotisme sont institutionnalisés. Résultat, le peuple se soulève et l'armée intervient. Mohamedou depuis Garoua. Bonjour la famille d'IBS ce matin, vraiment très heureux de vous retrouver ce matin. Les présidents africains arrivent au pouvoir, font des manipulations pour rester au pouvoir et s'en foutent du peuple et travaillent pour le colon français. Moi je suis sûr que la France a son pied dedans et ils disent c'est pas bon. Et voilà aussi les moutons présidents aussi qui disent on va fermer toutes nos frontières et ça fait plusieurs mois que le peuple est dans les rues. Ça leur dit absolument rien. À quand le vrai changement? Que vivent bien les Africains? Bon, c'est un peu rempli de fautes, mais bon, on a pu lire, même si la personne n'a pas donné de nom. Que Dieu bénisse ce bien ce matin. Vos débats vont produire des fruits par la grâce de Dieu. Le Togo, mais il n'a pas mis son nom. Merci également pour vous qui êtes du côté du Togo. Partout la France se fout son nez, il y a de la merde, du chaos, de la désolation, disait un de vos panélistes. Et cette phrase résume bien les forfaits de la France en Afrique. Ayons le courage de couper le pont qui mène vers cette satanée France. Pensons nos plaies et mettons tout en œuvre pour tirer le meilleur de nous-mêmes. Côteneur Kokou depuis Dapaon au Togo. Merci également à vous. Bonjour le panel. Qui dominera le monde? Seul le Fils de l'homme, Jésus-Christ. La France récoltera ce qu'elle a semé. Monsieur Bandakani en sait quelque chose. C'est Monsieur Mouliam Emmanuel qui était à l'Opom Douala actuellement à Bomonobambengue. Merci également à vous. C'était prévisible, Monsieur Ngos. Le coup d'État au Mali c'est le ras-le-bol et analyser tous les pays qui condamnent ce fameux coup d'État n'étaient pas au courant. Et c'est pour cela que ces pays en tout cas condamnent ce coup d'État signé Godola Gavré depuis Marois. C'était prévisible, monsieur Ngos. IBK roulait pour la France. C'est un sous-préfet de la France. Alors IBK doit dégager. Merci également à vous. Bonjour Steve Ngos. DBS est une chaîne panafricaine. Je salue tous les panélistes. Une distinction bien appuyée au président Bandakani et aux techniciens. Je vais ici saluer l'acte panafricain des Maliens, mais beaucoup reste à faire. Il faut chasser toutes les bases militaires françaises avant de penser organiser les élections. Ceci doit servir de leçon aux autres chefs d'État africains qui désormais doivent servir le peuple souverain, car si le peuple n'est pas avec toi, tu es foutu. Certains Camerounais qui veulent toujours comparer le Mali ou la Côte d'Ivoire au Cameroun n'ont rien à dire ici. Le peuple camerounais supporte son président, mais on l'attend sur la sortie du franc CFA, que notre président n'ait pas peur de se prononcer, car le peuple camerounais souverain, dans sa majorité, est derrière lui. Il s'appelle Thomson Héran depuis Bédi, ici à Douala.
Bonjour à tout le panel. Gabriel Mokonchu depuis Yaoundé. L'objectif de la France étant celui de recoloniser l'Afrique. Aucun pays africain riche en minéraux ne peut être stable. Ils ont fait Toumani Touré, Amadou Toumani Touré, et l'ont défait. Aujourd'hui, c'est au tour de Ibeka. Si les Maliens veulent la paix et la stabilité, ils doivent quitter la zone franc et faire partir la France du Mali. Merci également à vous. Bonjour le panel. Merci pour tout ce que vous faites. Merci également à vous, même si vous n'avez pas laissé de nom. Bonjour, excellent plateau de Libye ce matin, merci beaucoup pour le thème du jour. Vous êtes ingénieux, très belle analyse. Un seul mot, continuez. Longue vie à cette émission. Je suis Antoine de Marie Obida depuis Yaoundé. Soyez bénis également, merci à vous. Bonjour Steve, je salue votre panel, mais je persiste. Je signe quand le débat sur le Togo pour le Mali le jour où la France quitte le Sahel. C'est la fin des problèmes maliens. Bruno depuis Lomé au Togo. Oui, j'essaie depuis la semaine dernière vous inciter quand on parle du Togo. On va trouver un sujet, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps pour cela. Bonjour au président Badakani au riche plateau d'IBS, parfait. Albert Anatola ici, analyse. Et puis, Monsieur Bikaï, il ne pense pas à un coup d'État de l'armée malienne, mais plutôt un arrangement, car le coup d'État s'annonce de violence. Christian Yemele Christian, depuis Jouvence à Yaoundé. Merci également à vous. Bonjour d'IBS, merci pour le débat de ce matin. Je crains aussi, comme vous, que les choses ne vont pas changer au Mali. Il faut que ce pays coupe tous les ponts avec la France, y compris le CFA. Et en même temps, eh bien, il nous fait savoir également qu'il peut se rallier au Nigeria en utilisant le Naira nigérian en attendant l'arrivée de l'écho. Ou ce n'est pas faisable? C'est la question qu'il pose, en tout cas, à nos panélistes. Imaginez le Nigeria et le Mali utilisant le Naira, les autres vont suivre. Il faut, d'une manière ou d'une autre, rompre tout avec la France et le CFA. Merci. Il n'a pas laissé le nom, mais c'est toujours le 228, ça signifie c'est le Togo. Bonjour à tous ces braves messieurs de Libye ce matin, que de bons thèmes, monsieur Ngos. Merci au grand frère Edmond Kuaté qui est très clair sur son exposé dans le discours de démission du président Ibeka. On déduit le regret d'avoir fait confiance à ceux qui l'ont lâché. En définitive, les problèmes de l'Afrique francophone, c'est toujours la France. Arnaud Kenyé, depuis Nkolbon à Niala. Bonjour mes frères panafricains, vraiment quand je vous entends parler, il pleut fort dans mon cœur au regard des institutions africaines qui ne cessent de s'effondrer, eh bien, dans le feu allumé par la France, les Français, les francs-maçons. Et cette répétition met en exergue les tueries, les barbaries, les balkanisations dans nos pays. Je dénonce avec fermeté l'hypocrisie de la CEDEAO, de l'Union africaine et bien sûr des différents pyromanes pompiers comme les Nations Unies et la France. Je salue d'ailleurs l'intervention magistrale du président Badakani. Oui, vous avez dit pas mal de choses d'ailleurs. Vous dites, je salue d'ailleurs l'intervention magistrale du président Badakani qui ne cesse de nous prouver que la France est un satellite des États-Unis d'Amérique. Par cette même occasion prestigieuse, je profite pour poser deux questions au président Badakani. Quelle est la position de l'imam Diko? C'est sa première question. Est-il un pion de la France? C'est sa deuxième question. Et dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mambou depuis Douala. Merci également à vous. Et messieurs, pardonnez-moi, hein, la réaction pleuve, vous me donnez juste quelques secondes encore. Bonjour, nous ne pourrons pas parler de coup d'État. L'armée vient de jouer son rôle, mais qu'il soit conscient que le pays doit être géré rationnellement. Edem, depuis Togo, Lomé au Togo. Et bien encore ici, bonjour le panel, je salue tous les panafricains qui suivent DBS TV. Merci à vous à propos du thème, le Mali et la mafia, la France, les mutins, la démocratie, la junte. Ou quand le terrorisme envahit le Sahel, Marcel Mensa Ier depuis Lomé au Togo. Merci également à vous du côté du Togo. Bonjour chers panélistes, chers invités. Big up à toi Steve. Je remercie monsieur Edmond Kuaté pour son développement. Ça suffit, la France n'a qu'à dégager. Bonne émission à vous, signée par Kofi Edem du côté du Togo. Messieurs, je vais relire toutes vos réactions plus tard. Hein. Nous allons rester en tout cas sur notre débat de ce matin, Eh bien, messieurs, avant de répondre aux questions que vous ont posées les téléspectateurs, je vais d'abord vous faire passer d'ailleurs cet élément où la junte militaire qui a pris le pouvoir a d'ailleurs fait des déclarations. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, adresse à la nation malienne et maliens. Depuis un certain temps, la tension politico-sociale mine la bonne marche du pays. Les contestations nées des dernières élections prouvent à suffisance que le pays va mal. Le Mali est un vaste pays
riche de par sa diversité culturelle, riche de son sous-sol, riche de ses hommes, riche de sa faune et de sa flore, mais dont l'existence en tant que pays, nation est menacée dans tous ses fondements. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos. L'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée. La vraie démocratie ne rime point avec complaisance, ni faiblesse de l'autorité de l'État qui doit garantir la liberté et la sécurité du citoyen. Maliennes, Maliens, le clientélisme politique, la gestion familiale des affaires de l'État ont fini par tuer toute opportunité de développement dans le peu qui reste encore de ce beau pays. La gabégie, le vol et l'arbitraire sont devenus des vertus. Face à l'ineffectivité de la bonne distribution de la justice, celle-ci est en déphasage avec les citoyens et n'a pas les moyens d'assurer son indépendance et son efficacité. L'éducation nationale piétine et même patauge. La santé est au plus offrant. La décentralisation prônée comme moyen de rapprocher le pouvoir des populations a complètement manqué d'accompagnement des moyens par l'État. Maliennes et Maliens, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Le banditisme de grand chemin, braquage et vol à main armée osés sont légion. Le terrorisme et l'extrémisme détruisent la cohésion sociale et ne sont pour autant pas une fatalité. La mauvaise gouvernance avec son lot de frustration a fait perdre aux Maliens l'espoir d'un lendemain meilleur. Des élections contestées, une épidémie de Covid-19 dont la gestion fait douter de son existence, une population qui ne fait plus foi en ses gouvernants, des élèves étudiants désemparés, des parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, imposent à toutes les forces vives de la nation l'obligation de s'engager pour le Mali. Les atteintes aux droits fondamentaux, les répressions des 10, 11 et 12 juillet exigent une réponse de l'État. La grave crise institutionnelle, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance sont aujourd'hui au cœur des attentes fortes. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. À compter de ce jour 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. L'heure est au-delà des clivages politiques et idéologiques sémant les graines de l'affrontement et de l'intolérance et conduisant à la haine qui est maléfique. Nous demandons aux organisations sous-régionales et internationales de nous accompagner pour le bien-être du Mali. La MINUSMA, la Force Barkhane, le J5 Sahel, la Force Takuba demeurent nos partenaires pour la stabilité et la restauration de la sécurité. S'adressant à vous, frères d'armes, nous vous exhortons à assurer la continuité de vos missions régaliennes
tant qu'organique et coopérationnel. Maliennes et Maliens, avec vous, debout comme un seul homme, nous pouvons redonner à ce pays sa grandeur d'antan et son rayonnement sous-régional et international. Il ne paraît pas aisé, mais en arrêtant la saignée des comptes publics, beaucoup de revendications catégorielles pourraient être gérées. Tous les accords passés avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux seront respectés. Nous invitons par ailleurs nos frères de la coordination des mouvements de l'Azawad-Sema et de la plateforme à nous rejoindre pour la mise en œuvre efficiente de l'accord issu du processus d'Alger. Rien ne doit entraver l'unité de la nation malienne. Nous sommes attachés au processus d'Alger. La paix au Mali est notre priorité et elle se fera avec vous. Faisons bloc pour faire échec aux forces du mal qui nous écument et veulent prendre en otage notre cher pays. Nous allons prendre en compte les conclusions du dialogue national inclusif DNI pour l'amélioration du cadre de bonne gouvernance. Maliennes et Maliens, nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Nous invitons tous les regroupements syndicaux et sociopolitiques à la retenue sans violence, sans rancune et sans vengeance aucune. Conservons l'esprit démocratique et donnons espoir à ce peuple qui le mérite. Vive la République, vive la nation, vive le Comité national pour le salut du peuple. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Le Mali, c'est notre vœu le plus cher d'ailleurs. C'était bien sûr le colonel Ismaël Ouagué, c'est lui le porte-parole du Comité national pour le salut du peuple, en abrégé CNSP. Il était justement entouré de Sadio Camara qui a pris le pouvoir depuis hier, et sans oublier le colonel Diao qui est justement le maître à jouer. C'est lui qui a les cartes justement en main, l'homme aux lunettes justement à la droite de Ismaël Ouagué, à sa gauche en tout cas. Et, président Banakani, pour certains de nos téléspectateurs et certains Africains, eh bien, ils doutent fort, surtout, ça il faut le préciser, que l'armée n'ait volé la révolution du peuple. D'abord, rapidement, je vais liquider les interpellations. Les interpellations, oui. Les uns des autres, là. D'abord, mon ami Machiavel, il est pessimiste. Il y a les panafricanistes dans ce mouvement, j'en connais. Je suis en contact avec eux. Oui. Donc, on ne raconte pas des histoires. Il y a des panafricanistes. Et il faut rappeler que le peuple malien et l'État malien a une tradition panafricaniste qui est très forte. C'est l'histoire du Mali. Donc, maintenant, le débat, je l'ai dit à mon entame, c'est que est-ce que les forces-là sont suffisamment organisées pour prendre le devant du mouvement? Et là, Machiavel a raison, non. Mais dire qu'il n'y a pas de panafricanistes dans le mouvement, c'est faux. Parce que je suis en contact avec eux, j'en connais énormément. Alors, est-ce que Diko est un pion de la France? Oui. Quelqu'un a demandé si c'était un pion de la France. Je pense qu'il ne faut pas analyser les questions comme ça. Je prendrais plutôt au niveau du rôle social qu'il joue, ce qu'il incarne, la fonction, entre guillemets, sociale qu'il incarne. Et à partir de là, on peut voir s'il est capable de résister à la France ou non. D'abord, il y a une tradition même dans les confréries musulmanes de toutes ces régions-là. Vous prenez le Sénégal, par au Mali, vous allez voir qu'il y a une tradition, c'est une espèce d'islamisme très francophile. C'est-à-dire, ça c'est d'abord un fait. C'est-à-dire, même si les gens vont se former en Arabie Saoudite, tout ça qu'on sort, mais nous connaissons le lien qu'il y a entre la France et l'Arabie Saoudite. On connaît. Pour justement se servir de certains courants de l'islam comme chevaux de Troie. Oui. Donc, voilà, le wahhabisme, vous avez des courants chiites, sunnites, les nouveaux, les salafistes, tous ces réseaux-là. La France parraine tout ça. Et d'ailleurs, on se souvient, lorsque l'Arabie Saoudite et le Qatar ont failli en venir à la guerre, les deux rois ont carrément avoué à la face du monde que non, nous finançons ça parce que nous sommes les chevaux de Troie de puissance occidentale. Ils l'ont dit carrément. Donc le débat est clos à ce niveau-là. Donc il y a une tradition, n'est-ce pas, de confréries islamiques dans ces régions-là, qui est une tradition, parlons comme ça, de paix avec la France. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le cas du Sénégal est patent. On peut insister là-dessus. Et Mamadou Diko n'échappe pas à ça.
Il n'échappe pas à ça. Tout à l'heure, Pépin Bécaye a expliqué très bien une certaine duplicité qui le caractérise. C'est-à-dire qu'il était très lié au président Ibeka. Mais qu'est-ce qu'il est lié? Quand on connaît d'abord qui est Ibeka, sa trajectoire politique, ses allégeances, ces gens, en termes de stratégie, même pour arriver au pouvoir, quand on revoit tout ça, on se demande, mais si l'imam Dicko, qui prétend être un paragon de morale, qu'est-ce qui le liait à M. Ibeka? Mais tout le monde sait ce qu'il y avait derrière. Ce sont les affaires. Ce sont les affaires. Et à un moment donné, quand le président Ibeka ne peut plus satisfaire, n'est-ce pas, certains deals, mais on se retourne contre lui. Parce que lorsque nous on disait à l'époque que Ibeka c'est pas sérieux, mais les Mahmoud Dicko et les autres disaient que non, que nous sommes les extrémistes, nous ne comprenons rien, tout ça comme ça. Mais c'était basé sur quoi? À l'époque, ils étaient très amis. Mais alors, c'est quand même un imam. Lui en plus, Dieu ne lui a pas parlé. Dieu lui parle, non, il voit Dieu, il parle avec Dieu. Il parle avec Allah. Donc je pense que si Allah lui a dit il y a quelque temps que Ibeka était le meilleur, c'est tout même Allah qui a dû lui dire que bon, lâche-le maintenant. Non. Il ne s'agit pas de savoir les fonctions, la fonction sociale et religieuse que l'imam Mahmoud Dicko incarne est une fonction qui, aujourd'hui, ne lui permet pas d'affronter la France. Il veut gérer l'opinion malienne quand il parle que Babacar doit partir, mais on est quand même surpris de voir que on dirait que l'imam Dicko découvre la France au Mali. C'est-à-dire que c'est quand on commence à dire que Babacar doit partir, que lui aussi répète. Mais depuis que la France pille le Mali, détruit le Mali, il dit quoi? Il ne me souvient pas un seul jour avoir entendu, avant le début de cette crise, la voix de Mahmoud Dicko pour dire que la France doit partir du Mali. Or, c'est depuis longtemps que la France a détruit ce pays. Donc, il y a des raisons vraiment, je parlerai plutôt d'une forme de duplicité, n'est-ce pas, mais affirmer qu'il est un pion que la France ne plus comme ça, je n'ai pas les éléments pour l'instant. Je vais continuer à me renseigner et j'aviserai le moment venu. Pour revenir à votre question de manière fondamentale, est-ce que la même manière a volé la révolution du peuple malien? D'abord, il y a deux choses. Sur le plan purement pédagogique, on appelle révolution en Afrique tout et n'importe quoi. Il y a un déficit culturel politique en Afrique qui fait que, bon, aujourd'hui, les gens racontent n'importe quoi sur tout. Et tout le monde se proclame révolutionnaire. Moi, ça me fait souvent rire. Les gens pensent que quand ils insultent un président, ils sont révolutionnaires. Les gens pensent que lorsqu'ils lancent les cailloux, et le piment sur un président, ils sont révolutionnaires. Les gens pensent que, par exemple, insulter la France, baptême d'histoire, c'est la révolution. Non, la révolution, c'est très sérieux. Et quelque chose de très sérieux pour les laisser aux amateurs. Aux amateurs, marcher dans la rue ne pas dire qu'on est en train de faire une révolution. Une révolution suppose une théorie révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire, ça demande une formation sérieuse de ceux qui sont à la tête. Ça demande des capacités d'encadrement solides. Solides. Ce sont des critères à partir desquels on analyse une dynamique et après dire que bon, on peut qualifier ça de révolutionnaire. Vous avez des mouvements en Afrique qui sont carrément conservateurs, pro-impérialistes et qui se proclament révolutionnaires. En Afrique, dans les pays africains. Combien de partis peut-on qualifier de révolutionnaires en Afrique? Il y en a, vous n'en comptez pas 5. D'où la nécessité du distinguo entre révolte et révolution. Mais on a tout compris, mais seulement. Mais c'est ça qu'il s'agit. Bon, pour le cas du Mali, vous voulez qu'on en parle? On a fait une révolte. C'est pas une révolution. Ça peut choquer les Maliens, hein? Mais on est au niveau de la science politique. C'est une révolte. Une colère sociale. Je dis que c'est une révolte. D'ailleurs, prenons les éléments pour corroborer ce qu'on dit. Le mouvement MCRFP là. D'abord, le fait qu'il soit dirigé par l'imam Dicko montre que c'est pas seulement pour m'entraîner. J'ai du respect pour l'imam. Hein. Je ne respecte pas l'imam. Il est une figure morale religieuse. Je le respecte. Mais on est dans l'analyse froide. Le fait qu'il soit le leader de ce mouvement montre qu'on n'est pas dans une révolution. Parce que Mahmoud Dicko n'est pas en mesure d'incarner une révolution au Mali. Compte tenu de son passé. Compte tenu de son passé, de la fonction même qu'il exerce, il ne peut pas. Un. Deuxièmement, quand vous regardez les revendications de ce mouvement-là, ces revendications sont tous sauf révolutionnaires. Vous voyez ce qu'on reproche à l'ancien chef d'État. Même quand vous l'a dit, nous avons été, ça fait 10 ans, nous avons dit que Ibeka, nous avons mené une bataille terrible pour dire aux Maliens, mais que vous dites Ibeka, ils nous ont dit que nous sommes les extrémistes. Donc personne ne peut nous reprocher aujourd'hui de dire ce qu'on va dire là maintenant. Quand ils disent, écoutez les reproches du MCN, le mouvement 5, ils reprochent au chef de l'État d'être le seul responsable de la mauvaise gouvernance. Écoutez bien, le seul responsable de la mauvaise gouvernance, de détournements massifs dans le cadre de la reconstruction des forces de défense et de sécurité, ainsi que des violations récurrentes de la Constitution.
violation du serment de l'article 37 de la Constitution, violation du principe de séparation des pouvoirs, instrumentalisation et délégitimation des institutions de la République, atteinte à l'intégrité territoriale et perte de souveraineté sur des pans entiers du territoire national, confiscation des principes républicains garantissant la tenance démocratique. Bon, quand vous lisez tout ça, où est-ce qu'on a posé le vrai problème du Mali? Non. Dans aucun endroit d'ailleurs. Regardez, c'est que, voilà. Non seulement on ment quand on dit que Ibeka est responsable de tout. C'est faux. Ça fait 7 ans le pouvoir. Le Mali est en crise depuis bientôt 35 ans. Si on prend pour référence l'arrivée de M. Moussa Traoré au pouvoir. Mais ça remonte de très loin. Quand les Français ont commencé à vouloir tuer, à vouloir liquider Modibo Keïta. On peut remonter encore plus loin. Mais voyez comment, n'est-ce pas, les dirigeants d'un mouvement analysent une crise profonde de leur pays. Ils disent que c'est Ibeka. Donc Ibeka quitte, non s'assoit. Donc c'est pas une révolution, monsieur Gousse. C'est pas une révolution. Deuxième indicateur qui montre qu'on a affaire à quelque chose de dangereux, la plupart des hommes politiques qui sont à la tête de cette affaire, quand vous allez Mamadou Diko, vous avez les Shogai Maga, les Moutanga Tal, les Modibo Sidibé, tous ces gens-là. Mais ça me fait rire. La plupart ont été les ministres de Ibeka. Et la plupart sont les acteurs profonds de cette crise du Mali. Depuis Moussa Traoré. Je dis, prenez les noms. Moi, je vous lis les noms, là. Je les lis. On n'a pas le temps. J'ai ça ici, si vous venez avec. J'ai ça ici. C'est-à-dire que si vous me permettez. Hein, allez-y. Voilà. Permettez-moi que je trouve. Je vais lire les noms de ces gens-là. Vous allez voir quels sont ceux qui parlent aujourd'hui au nom du peuple malien sur le plan politique. Eh bien, Dieu merci. Choguel Maïga, Moutaga Tal, Modibo Sidibé, Oumar Mariko, Cheikh Oumar Sissoko, Clément Dembélé. Si vous mettez à côté un peu Oumar Mariko, qui lui est profondément anti-impérialiste, c'est le seul qui a assumé un discours, je dis au niveau de la classe politique, hein, oui, pas la société civile, les mouvements sociaux. C'est le seul qui a assumé un discours anti-impérialiste, mais il est encore fermement organisé au Mali. La dernière élection présidentielle au Mali, il a eu moins d'1% de voix. Donc, que dans le contexte malien actuellement, il est fermement organisé. Le reste, Choguel Maïga, Moutanga Tal, Modibo Sidibé, Cheikh Oumar Sissoko, Clément Dembélé, ce sont les barons de la vie politique malienne. Comment peut-il aujourd'hui nous faire croire que Ibeka est responsable de tout et eux, ils seraient l'incarnation de l'alternative? Mais c'est eux qui gèrent le MC. Et d'ailleurs, on ne dit pas ça aux gens. Quand la CEDEAO est arrivée là-bas, il réclamait des postes ministériels stratégiques. C'est-à-dire, en fait, le truc n'a pas marché. Il faut le dire. Hein. Peut-être le Malien le savent. Moi, je veux le dire. Ils ont demandé le ministère de la Défense, des Finances. Ils ont demandé des ministères stratégiques. C'est là où ça a craché. Mais ça, la société civile ne le sait pas. Ceux qui sont dans la rue ne le savent pas. Ça signifie que le peuple malien est dupe dans cette histoire. histoire. Si quelqu'un peut démentir, on débat. Moi, quand je dis une chose, j'ai des preuves. Hein. Donc, vous voyez donc que, de manière fondamentale, ce n'est pas une révolution là qui est en cours au Mali. C'est une révolte. Et c'est la énième révolte du peuple malien. Il y a eu une révolution au Mali, oui, lorsque le peuple malien a demandé à la France de partir et s'est mobilisé par milliers dans la rue pour dire à la France, c'est toi qui met le feu au Sahel, pars. Si la classe politique malienne, oui, était dominée par les révolutionnaires des vrais panafricanistes, c'est à ce moment-là qu'ils auraient pris la tête du peuple malien et conduit cette révolution, n'est-ce pas, et faire basculer le mouvement dans une tangente révolutionnaire. Mais à l'époque, je vous ai dit, personne, ils ont abandonné le Mali. Aucun homme politique n'est descendu dans la rue. Ils les ont même menacés. Ils les ont dit pourquoi vous attaquez la France. Certains hommes politiques disaient que non, comment vous attaquez la France? Donc pour vous dire que je ne sais pas si on a volé la révolution. Vous savez, quand Blaise Compaoré tombe, est renversé, tu te souviens, non? Balais citoyen, tous ces mouvements de la société civile. Il y en a marre. Il y en a marre, dont on connaît comment ça a été monté. Se sont présentés comme révolutionnaires. Nous, les gens à l'époque, vous nous faites rire. Nous avons combattu Blaise Compaoré toute notre vie, mais vous nous faites rire. Vous n'êtes pas des révolutionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où aujourd'hui? Nulle part. Regardez dans quel cas se trouve le Burkina Faso. Merci, Président Badakani, pour tous ces éclaircissements. Je vais me tourner vers Edmond Kouyaté. Edmond Kouyaté, il y a également qu'il se susurre
que la Russie pourrait être justement derrière ce coup d'État militaire? Oh, heureusement que vous avez dit qu'il se susurre. Non, il ne faut pas voir les choses de cette façon. J'évite toujours... J'ai souvent posé ce problème. J'évite que l'Afrique devienne cette jeune fille qui va de foyer en foyer et finit par dire « J'ai été avec Jean, je l'ai quitté parce qu'il était très beau, mais il ne me donnait pas suffisamment d'argent. J'étais avec Eric, il me donnait un peu d'argent, mais il était très brutal. Et à la fin, se retrouve sans foyer. » Donc, il faudrait éviter à l'Afrique de partir d'un impérialisme français pour se retrouver dans un autre impérialisme. Non. Et il faut savoir que la seule chose, la matrice des relations interétatiques, c'est un jeu d'intérêts, tout simplement. Donc, n'allez pas croire que si la Russie est derrière, c'est parce qu'elle est trop philanthropique. Il n'y a pas de nation philanthropique, ça n'existe pas. Aucune nation n'aime l'autre. Chaque nation va quelque part à la quête des intérêts. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on aille en profondeur des analyses. Et j'ai aimé le discours du président Bandakani pour dire, dans le chapelet égrené par les différentes personnalités qui portent le mouvement M5, le problème malien, on a tout posé sauf les fondamentaux du problème malien. Et c'est le même problème. C'est la même erreur qu'on fait dans tous les pays africains. C'est-à-dire, on se limite aux effets de surface, on passe le temps à se focaliser sur les conséquences. Mais personne ne va dans la profondeur toucher du doigt les réels problèmes. Parce que vous ne pouvez pas penser les problèmes sociaux, les problèmes d'ordre de pouvoir d'achat, les problèmes politiques, tout cela, c'est lié à quoi? Au fait qu'il y a un envahisseur, il y a un pilleur qui a organisé une structure de pillage, un criminel, un État bandit voyou qui s'appelle la France, qui a organisé une structure de pillage, de spoliation basée sur le crime organisé, entretenu par certains valets africains qui leur servent de support au niveau endogène au Mali et qui profitent des prébendes. C'est de ça dont il est question. Et lorsque cette structure fonctionne à merveille, c'est normal que les richesses du Mali ne profitent pas à la construction d'une société moderne malienne. Et par conséquent, il va y avoir des problèmes sociaux, des problèmes de chômage, des problèmes politiques, des problèmes de mésentente. Tout ça, ce sont des conséquences. Mais je veux entendre un Malien dire: nous voulons être les exploitants nous-mêmes de nos propres richesses, nous voulons les organiser. Pépin Bikaï a dit quelque chose tout à l'heure. C'est une erreur stratégique de lecture géopolitique. Le terrorisme arrive au Niger comment? Par exemple, pour l'exploitation de l'uranium. Comment est-ce que le terrorisme arrive au Niger? Jusqu'à ce que M. Sarkozy aille demander à Mamadou Tamdia de quitter le pouvoir. Il n'y avait pas de terrorisme, arrive à exploiter tranquillement et calmement l'uranium au Niger. Oui. Et il y avait ces trafiquants. Et il se passe tout simplement que Mamadou Tamdia reçoit une demande de la Chine. Parce que c'est la France qui exploite l'uranium à travers Areva en Niger, qui est le premier, n'est-ce pas, gros exploitant de cette histoire-là, et qui le revend dans l'ensemble. Au Japon. Alors, il achète le kilogramme à 70 francs et revend, n'est-ce pas, en Chine et partout à $220 le kilo. À le convertir. $220 le kilo. Mais il achète à 70 francs. Mamadou Tamdia dit, écoutez, revoyons quand même le prix de cette histoire. Sarkozy a fait le tour de l'Afrique en 24 heures. Il a fait 2 heures de temps au Niger pour dire à Mamadou Tamdia, il n'est pas question qu'on revoie le prix. Tu dois accepter ça comme ça. Mamadou Tamdia dit, dans ce cas, qu'Areva parte, et moi, je fais venir la Chine qui est prête à acheter, n'est-ce pas, mon uranium, au prix voulu. Quelques jours après, Mamadou Tamdia est dégagé tout simplement. Et il y a quelqu'un d'autre qu'on fait venir qui s'appelle Mamadou Issoufou. Alors, la France, dans sa stratégie, estime
que même si Youssoufou est là, parce qu'à l'époque, Mamadou Tamdia pose le problème. Apparemment, il était un ancien cadre d'Areva. Qui est un ancien cadre d'Areva, il faut le dire aux Africains. Mamadou Youssoufou, c'est un ancien cadre d'Areva. Ok? Alors, la France comprend très vite qu'en fait, la revendication de Mamadou Tamdia est basée sur des revendications sociales. C'est-à-dire que c'est le peuple qui pousse Mamadou Tamdia. Et il s'est dit, même comme on a quelqu'un qui à notre cause, c'est-à-dire Mamadou Youssoufou, lui aussi pourrait faire face aux mêmes revendications et reposer le problème sur la table. Il pense très vite que la seule façon de dissuader tout le monde, c'est de les divertir par le terrorisme et de leur faire comprendre que l'activité ne prospère plus, justement parce qu'il y a le terrorisme. C'est comme ça que le terrorisme, voilà, c'est la géopolitique du chaos. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on vous distrait, on tourne vos yeux vers le haut pour regarder des mauvais objectifs alors qu'en bas se passent des réelles choses. C'est pour ça que aujourd'hui, tout le budget, la vie politique publique nigériane n'est plus rimée, n'est plus, n'est-ce pas, cadencée qu'au rythme du terrorisme. Oui. Les questions sociales sont oubliées, uniquement des questions sécuritaires. Voilà comment ça se passe. Et donc, ne venez pas nous faire croire que le terrorisme naît comme ça ex nihilo. C'est faux, ça n'existe pas. Le terrorisme arrive quelque part quand on a des objectifs bien précis, on les finance, on les arme, on leur donne la logistique nécessaire et on les oriente et on leur donne des objectifs. Leur objectif, c'est de distraire, n'est-ce pas, la vie politique publique d'une nation et tourner leur regard, les concentrer, leurs efforts et leurs moyens vers des objectifs qui n'ont rien à voir avec les revendications sociales, avec, n'est-ce pas, les aspirations sociales. C'est de ça dont il est question. Je dois ajouter... Ne peut-on pas dire aujourd'hui que le coup d'État dit avant-hier, dans la nuit, n'est pas également une autre distraction? Mais écoutez, dans l'analyse, pour ceux qui ont reçu les rudiments, n'est-ce pas, de l'analyse, n'est-ce pas, géopolitique, on peut analyser ce qui s'est passé au Mali sous plusieurs prismes. Ça peut être même une forme, n'est-ce pas, pour la France de se réaffirmer. Vous savez, en géopolitique, lorsqu'un élément devient encombrant, il faut penser à le changer. Tu vois, il n'y a pas d'élément indispensable en géopolitique. Et donc, IBK est devenu cet élément encombrant. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à le supporter. Et donc, on l'a trop pressé. Il a donné le maximum de lui-même. Et donc, il faut s'en débarrasser immédiatement. Et, n'est-ce pas, trouver quelqu'un d'autre. Le fait qu'il soit parti, ça apaise les clameurs, n'est-ce pas, des populations. Et c'est ce qu'on appelle la bouc émissérisation. Très bien. C'est-à-dire, on cherche un bouc émissaire sur qui n'est-ce pas, on dépose tous les péchés du monde. Quand il est parti, ça crée une euphorie sociale. On se dit que tous les problèmes vont partir avec lui. Eh bien, la même spirale infernale va se remettre en place. Les mêmes problèmes vont renaître. Tant que la France ne va pas consentir à partir de gré ou de force, n'est-ce pas, du Nord Mali, et que les Maliens vont, n'est-ce pas, mettre à profit les gisements de pétrole, d'uranium et d'or dans cette région-là. En désarmant l'Azawad, il faut le dire. En désarmant l'Azawad. Et comment est-ce que l'Azawad est né? Il faut qu'on se le dise tout simplement. Vous parliez du problème des Touaregs. Très souvent, le problème des Africains, c'est qu'ils ne savent pas l'histoire de leur pays. Ils ne s'intéressent pas. Ils se limitent aux effets de surface. L'Azawad naît comment? Il faut le dire. Anatole Aïssi disait tout à l'heure, et renchéri par Pépin, que Kadhafi était une digue pour le terrorisme. Non. Kadhafi était une espèce d'éponge pour aspirer les velléités indépendantistes des Touaregs, qui sont un peuple nomade et qui, à un moment donné, voulait se stabiliser quelque part. Comme c'était un peuple nomade, alors Kadhafi leur disait, si vous avez besoin de nourriture, venez me voir. Si vous avez besoin de quelque chose, de petits véhicules, venez me voir. Alors, ça freinait les velléités indépendantistes des nomades. De regroupement. De regroupement de ces Touaregs-là. Et donc, il leur donnait de l'argent, de la logistique. De la nourriture. Sauf des armes. Alors, lorsque M. Sarkozy, animé par son dessein satanique, scabreux et mafieux contre la Libye, contre la Côte d'Ivoire, décide d'assassiner M. Kadhafi, il demande justement l'aide de M. Toumani ATT. Comprenez pourquoi on fait un coup d'État, parce que on parle du coup d'État contre ATT. Comprenez pourquoi on fait un coup d'État à un président qui a 6 mois de la fin de son mandat et qui a dit « je ne me représente plus ». M. Sarkozy demande l'aide de M. Toumani Touré pour
pour un certain nombre de choses, demande notamment que, n'est-ce pas, le Mali serve de base arrière et que ce soit là qu'on parachute les armes. Monsieur Amani Touré dit non, je ne veux pas. Je ne peux pas jouer ce rôle. Pourquoi? Parce que le Mali, à l'époque, avait beaucoup bénéficié du soutien de Kadhafi. Il payait les salaires des Maliens. Il refuse. Il dit non, je ne joue pas à ce jeu. Alors, M. Kadhafi invite les indépendantistes Touaregs, à l'époque qui étaient regroupés, Sarkozy. Il invite ces Touaregs-là à l'Élysée. Il les reçoit. Et il leur dit, écoutez, vous avez enfin l'occasion de créer un État propre à vous et la France va vous accompagner dans ce sens. C'est à partir de là qu'est né le mouvement En Sardine. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait le mouvement de libération de l'Azawad, qui était un mouvement pas très structuré, qui était un mouvement de revendication, mais pas très structuré et non armé. Alors, là, le mouvement En Sardine, lorsque M. Sarkozy envoie des armes en Libye, ce qu'on dit est faux. Ce ne sont pas les restes d'armes de combattants. C'était des armes, c'était bien séparé. Ils avaient eu une dotation spéciale lorsqu'on a parachuté les armes en Libye. La cargaison, il y avait une cargaison qui était destinée à n'est-ce pas, à armer En Sardine, le mouvement Touareg. Il y a les images. Hein. Les images sont allons-y là. Rapidement, monsieur, nous allons sortir du débat dans un instant. Et c'est à partir de ce moment que la France, n'est-ce pas, décide de soutenir les mouvements Touareg, après avoir bien sûr de les équiper avec les pick-up. C'est uniquement, cette commande était passée pour eux. Il faut qu'on arrête de nous distraire. Le mouvement terroriste, n'est-ce pas, au nord Mali, a été soutenu, encadré, équipé, financé, entraîné par la France. Donc, le problème aujourd'hui au Mali a un nom, ça s'appelle la France. Et donc, on arrête de nous distraire avec des faux problèmes. Moi, en tout cas, je ne viens jamais m'asseoir pour parler des faux problèmes. Quand vous voulez parler des faux problèmes, vous ne me verrez pas. Si vous voulez qu'on parle du problème Mali, faisons le procès du véritable problème malien. Ça a un nom, ça s'appelle la France. Merci beaucoup Edmond Kouyaté, hein. Un peu dur quand même ce matin. Il n'est pas dur. On vous comprend parfaitement. Il n'est pas dur. Albert Alatola ici, terminons justement cette édition de d'IBS Matin. Donc finalement, le coup d'État du côté du Mali, s'il n'a pas une bonne racine, ne sera qu'un copier-coller comme j'ai commencé à le dire aujourd'hui. Je voudrais déjà répondre à cet téléspectateur qui estimait que ce n'est pas un coup d'État, parce qu'il faut lui dire qu'un coup d'État n'est pas toujours synonyme d'épuisement de sang. Oui. Ça, c'est important qu'il le sache. C'est un coup d'État, il parle de quoi? Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque Macron déclare que la lutte contre le terrorisme n'est pas indissociable avec la démocratie et le respect de l'état de droit, ça vous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à ceci que la France n'a pas l'intention de partir de la zone. Tout simplement. Partira même pas. C'est-à-dire qu'ils vont motiver, justifier leur présence par le fait que le Mali, à 70%, est occupé au nord par les groupes djihadistes. Ils sont où l'armée française exploite, où les investisseurs entre guillemets français exploitent le sous-sol français, qui est une partie du territoire qui est interdit aux Maliens. Allez savoir pourquoi. Vous savez, il nous souvient que à un moment donné, Kidal, Gao et Tumbuktu, c'était des zones qui avaient été récupérées par l'armée malienne en son temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ces zones tombent entre les mains des djihadistes? Il vient de l'expliquer. Alors, maintenant, tout à l'heure, quand nous suivons l'intervention du porte-parole de la junte qui rend Ibeka pour comptable de tout, il y a quelque chose de faux et de malsain dans tout ça, et même de malhonnête dans cette histoire-là. Prenons le cas des dotations. Prenons le cas des hélicoptères. Puis c'est le dernier scandale. Oui. Mais écoutez, un président de la République, c'est pas un militaire, c'est pas un soldat, c'est un civil. Ça veut dire qu'il y a des hommes dans l'armée qui ont eu la responsabilité de l'achat de ces acquisitions militaires. Des hélicoptères qui ne décollent pas. Ça veut dire que la commission, les hommes en tenue qui ont eu la tâche de ceux qui avaient d'acheter ces équipements, n'ont pas
eu le temps de constater que ce n'était pas des appareils fonctionnels. Mais les militaires qui ont fait justement le coup d'État ne savaient-ils pas que du côté du nord du Mali, c'est justement la France qui gère tout? Non. Pour aller justement débusquer tous ces terroristes. Je vous ai dit que nous sommes dans un jeu d'hypocrisie. Moi, j'apprécie l'intervention d'un internaute qui estime que l'armée aurait dû aller faire la guerre aux djihadistes et non débarquer Ibeka. Je crois que c'est... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est impensable quand même que lorsqu'il y a un coup de feu des djihadistes, l'armée, c'est-à-dire les soldats fuient. Bon, ça peut se justifier par le fait qu'ils n'ont pas l'artillerie, la logistique nécessaire. Dans un quartier, quand un plus fort trouve je pense que chaque président, il va taper un faiblard pour dire qu'il est fort, non? Chaque président a un conseiller militaire qui s'occupe des affaires militaires. Donc, il n'est pas totalement comptable de tout, même s'il est le principal comptable en tant que président de la République, chef des armées. Deuxième chose, je vois par là, qu'il faut rapidement indiquer. En plus de la France, le problème du Mali qui est évoqué, c'est les problèmes de corruption, c'est-à-dire de gouvernance. Bon, est-ce que la zone qui arrive aura le coup de France pour pouvoir choisir les hommes qui auront la probité, non seulement politique, mais surtout la probité morale pour pouvoir engager ces ruptures que tous les Maliens, je pense, souhaitent. C'est-à-dire ce paternalisme français puisse être véritablement banni. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important de véritablement aller en profondeur pour que la plupart des groupes djihadistes qui font leurs activités dégagent. Et ensuite, est-il possible il y a une multitude de forces. Il y a une multitude de forces armées, notamment tout à l'heure, je citais Takuba, G5 Sahel, MINUSCA et Barkhane qui sont mais également les milices. J'y arrive. Et les ministres, bien sûr, qui sont pro-Barkhane, pour le dire vrai, parce que comment se fait-il que depuis plusieurs mois, ça aussi on occupe cette actualité, un citoyen malien opposant, n'est-ce pas, n'est pas retrouvé. C'est-à-dire, vous appelez comment? Bouba Sissé. Soumaïla Sissé. Pourquoi depuis plusieurs mois, il n'est pas retrouvé, alors qu'il y a autant de forces militaires dans la zone? Merci beaucoup, Albert Anatoa ici. Un problème, comme tout à l'heure le président Banakane a indiqué, c'est-à-dire nous avons affaire... Ne soyez pas surpris qu'on le libère bientôt et qu'il devienne président. Justement, c'est la question que je voulais poser à Éric Pépin-Bikaï. On a l'impression que, bon, les militaires ont plus le pouvoir, ils veulent une élection dans les jours à venir, mais on a l'impression également que même cette élection, même si elle arrive, on va reprendre les anciens politiciens pour les refaire monter justement en grade. Mais quel que soit le cas, il n'y a pas mieux que ceux qui animent la scène politique malienne actuellement. Il n'y a pas mieux. Il ne faut pas oublier qu'au début... Seront-ils loyaux envers les Maliens? Plus ou moins, parce que ce sont des gens qui ont un esprit paternaliste. Ils ne vont pas se démarquer de ça. Il ne faut pas oublier qu'on est ici d'un problème social que le président a brillamment fait en transformant en une révolte. Et si on fait état du brillant exposé d'Edmond sur la situation des Maliens générales au Mali et dans la sous-région, on comprend qu'on ne peut pas voir mieux comme dirigeant actuel. Oui. Monsieur Sissé pourra sortir, quel qu'en soit le cas. Il a toujours été deuxième à... Non, on peut avoir mieux. Sauf que la France empêche qu'il y ait émergence de nouvelles forces. Non. Terminons, monsieur. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas toujours que... Ça. On soit focus sur la France. Parce qu'en réalité, si la France continue à jouer ce jeu, c'est parce qu'elle a forcément des relais qui acceptent que ce jeu soit permanemment joué. Il faut qu'on se comprenne. Et moi, j'ai toujours dit sur ce plateau que même quand les Africains disent sortons du franc CFA, oui, comment peut-on sortir du franc CFA et rester dans la francophonie? C'est ma question. Merci beaucoup à Éric Pépin-Bikaï pour votre réaction. Je vais sortir rapidement avec... Donc, temps nous est imparti, président. C'est terminé. C'est déjà le discours. Quand on dit que la France se sert des valeurs africaines, c'est les Africains qui ont tué Sankara. Vous allez oser dire ça parce qu'on a utilisé comparé. Oui, mais c'est lui qui a guillotiné Sankara. Non, vous faites quoi de tout le héros? C'est lui qui a guillotiné Sankara. Donc si on dit qui a tué Sankara, on va dire... On le sait également, c'est un Africain également qui a appuyé sur la gâchette. Le blanc n'a jamais... Le français n'a jamais appuyé sur la gâchette. Messieurs, je vous dis merci. Messieurs, je vous dis merci. C'est très dangereux parce que tout le monde sait que M. Comparé n'était pas capable d'avoir les moyens de tuer Sankara s'il n'avait pas le parapluie de la France. Deuxièmement, tous les héros africains qui sont morts parce qu'ils défendaient le continent africain, tués directement par la France. Vous faites quoi quand vous dites que, quand vous mettez seulement en avant le fait qu'il y a des Africains qui jouent ce jeu-là? La France bloque l'émergence d'une classe politique digne de ce nom. Qui a tué le Mouniobé Lewandé?
Qui tue les patriotes africains? Qui tue Kadhafi? Babo fait quoi la CPI? Babo voulait tourner son pays résolument vers le changement. Vous le savez, c'est la France qui l'envoie à la CPI. Merci beaucoup, Président. Vous parlez de quoi? On bloque, même au Cameroun, il y a ça. Parce que les forces politiques, mon cher Ngout, les forces politiques qui ne veulent pas faire le travail nécessaire pour se hisser à la hauteur des enjeux, tellement que a bien élaboré, vont la nuit des ambassades pour voir le parapluie de l'Occident. Le parapluie français. Ils le font exprès. Et la France, elle, bloque par toutes sortes de moyens les vrais gens, politiciens, les vrais patriotes. Nous sommes en guerre contre la France. C'est ça le vrai débat. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour ce matin d'avoir été là pour cette auto-édition de DBS Matin. Sauf si Eric Pépé-Bikaï voulait également dire un autre mot. L'ENA conclut, donc ça ne sert à rien de venir dessus. Bon, monsieur, je vais dire quelques messages avant de sortir de ce débat de ce matin. Bonjour, nous ne pourrons pas parler de coup d'État. L'armée vient de jouer son rôle, mais qu'il soit conscient que le pays doit être géré rationnellement. Edem Kodjo du côté de Lomé au Togo. Bonjour le panel, je vous aime tous là-bas. J'espère que le tour sera sur le Togo bientôt. On souffre trop dans ce pays de Fort et Yadema Nyasingbe. J'ai pris votre demande en considération. Vous êtes du Togo, vous m'appelez tous les jours, vous écrivez. Je vous promets qu'on en parlera. Bonjour DBS Matin depuis Lomé. Le plus grand problème qui reste à résoudre, c'est le départ des bases militaires qui profitent d'une économie de guerre. En plus de ça, d'entamer en tout cas la réconciliation avec le groupe de l'Azawad, s'il faut même les intégrer dans l'armée régulière. Nous savons aussi que le Mali est un grand pays et donc le prochain homme fort devra entamer un recrutement massif des jeunes militaires pour sécuriser tout le pays. Tout cela doit passer par un discours fort du prochain chef de l'État et aussi jouer sur la géopolitique en choisissant un allié comme la Russie pour contrer la ruse de la France. Le reste viendra tout seul. Olivier Boko depuis Lomé au Togo. Bonjour, c'est regrettable qu'en 2020, il y ait toujours des coups d'État en Afrique. L'armée malienne fait la honte dans la sous-région. Je n'arrive pas à comprendre comment une armée fait peur de deux coups d'État en moins de 10 ans. Au lieu d'aller se battre au nord, elle plonge le pays dans le chaos. Je pense que même s'il y a un nouveau président aujourd'hui, l'armée fera un coup d'État dans les années à venir. L'Afrique doit prendre son destin en main au lieu de compter sur les Occidentaux comme des marionnettes. Condé depuis la Guinée-Conakry. Je vous kiffe grave, DBS TV. Merci également à vous depuis la Guinée-Conakry. Bonjour à tout le plateau. Que le président Banakani nous explique comment un président démocratiquement élu et légal est devenu illégitime aujourd'hui. Christian Yemele, Yaoundé, Jouvence au Cameroun. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bonjour à vous sur le plateau. Belle analyse du président Banakani. Les pays d'Afrique francophone, 60 ans après leur indépendance, doivent se mettre ensemble afin de créer une Afrique nouvelle. Il ne nous l'a pas laissé son nom. Merci beaucoup. Bonjour DBS TV. Merci beaucoup à Edmond Kuaté. Le problème du Mali a un nom. C'est la France. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs lui-même. Bonjour le panel, je vous envoie ceci pour mettre un peu de l'eau dans votre moulin. Bonjour à mon jeune géographe Eric Pépin Bikaï. C'est le 223, je ne sais pas de quel pays il s'agit, mais bon, j'espère que la personne a laissé un nom. Les avions militaires sont achetés par le fils de IBK. Bon, il nous appelle depuis le Mali, il nous écrit depuis le Mali. Je vais essayer de tenter de lire en tout cas ce qu'il nous a fait savoir. Simplice du Mali actuellement à Japoma, tout est sous contrôle, donc pas de panique. En ce qui concerne Kadhafi, sa maman est malienne du Nord. Les avions militaires sont achetés par le fils de IBK, président de cette commission. Merci également à vous du côté du Mali. Bonjour à vous et Simaïla Sissé dans tout ça. Bon, il demande Simaïla Sissé dans tout ça. Bon, toujours du Mali. Toujours du Mali, c'est cette réaction qui vient du Mali. Ne nous contredisons pas. Merci à Bandakani pour avoir recadré Eric. Bon, c'est encore un autre gars qui nous appelle toujours du côté du Togo. Ça fait sourire toujours Eric Pépin Bikaï. Bon, quelques réactions également sur Facebook. Assoua Poussali Kambi, avant de vite critiquer les militaires maliens, mettez-vous en position pour faire une pression panafricaniste sur le peuple et sur les nouveaux hommes forts du Mali. L'Africain adore le relâchement après. Bon, Patient Pafindom également en ligne. Félicitations à toute l'équipe. Merci à vous également, Patient Pafindom. Assoua et Kambi, des cas également à chaque révolte populaire ou militaire contre un régime voyou. Les panafricanistes doivent solidement accompagner les révoltes pour en faire des révolutionnaires. Sinon, ce ne sont que des vœux pieux.
religieux et parfois impétueux. Herman Yao, il faut battre la France. Ikoum Patrick, mais il faut aller à la racine du mal. Marebi Goya, un bonjour appuyé au camarade Bandakani. Ikoum Patrick, Iman Chaketo, absolument. Patrick Ikoum, cela ne nous dédouane pas. Très intéressant le débat. Merci à vous tous en tout cas qui avez été avec nous ce matin pour cette autre édition de DBS Matin. Vous étiez très nombreux, vous continuez à envoyer des messages d'ailleurs. Je les lirai en tout cas demain, ne vous inquiétez pas. Il y a pas mal de personnes qui arrivent déjà du côté du Mali. Vous êtes nombreux à nous écrire du Mali. On sait que vous avez besoin de réagir encore et encore sur ce qui vous arrive. Nous vous disons merci en tout cas pour vos réactions ce matin. Edmond Kuaté, merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Et Pépin Bikaï, Marc la Plourie, vous avez finalement séché. Merci d'avoir été là ce matin. Il me suis mouillé. Président Bandakani, merci également d'avoir été là ce matin. Il faut dire aux gens que je n'ai pas recadré, Pépin. Non, ils ont compris que vous ne l'avez pas recadré. C'est un débat complémentaire. Il est assez brillant pour être recadré. D'accord. Albert Anatola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Ça fait un plaisir. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin de ce jeudi 20 août de l'an de grâce 2020. Merci à tous les techniciens, merci à la réalisation, merci à la direction générale qui nous a ajouté également 30 minutes. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, l'homme qui considère sa vie comme dénuée de sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Bonne journée à toutes et à tous et à demain si plaît à Dieu. Au revoir.